Bien, je pense qu'on va pouvoir peut-être commencer. On fera venir les retardataires qui nous rejoindront en cours de route. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire, ce deuxième webinaire du programme officiel de la Semaine nationale de la dénutrition 2024 qui débute aujourd'hui. Moi, je suis Robin Troutot et je travaille pour le collectif de lutte contre la dénutrition qui est mandaté par le ministère de la Santé depuis 2020 pour organiser cette mobilisation nationale qui a lieu chaque mois de novembre. Euh, je voulais dire quelques mots en introduction simplement pour remercier France Alzheimer, un soutien important, un soutien historique du collectif de lutte contre la dénutrition et de la nécessaire lutte contre cette maladie qui atteint en France plus de 2 millions de personnes, de l'enfant à la personne âgée. Et donc, vous prenez part à un webinaire qui sera enregistré, qui est enregistré et qui sera disponible après la semaine sur l'Académie de la lutte contre la dénutrition, qui est la plateforme de ressources du collectif, et voilà, qui est hébergée sur le site luttecontredénutrition.fr. Et il sera aussi diffusé par les réseaux de France Alzheimer. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Vous avez pour cela un petit module qui s'appelle Q&R sur votre écran. Vous pouvez cliquer dessus pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à Zoom. Vous pouvez poser vos questions durant toute la durée du webinaire et puis on gardera un temps pour y répondre à la fin. Donc, je les lirai et puis on distribuera la parole en fonction de celles et ceux qui souhaitent répondre à cette question. Donc voilà, encore merci à France Alzheimer. Merci à vous d'assister, de nous soutenir dans toutes les actions contre la dénutrition sur le terrain. On a de milliers d'actions dans toute la France qui se dérouleront voilà, jusqu'à mardi 19. J'espère bien après, parce que la lutte contre la dénutrition ne c'est pas pendant qu'une semaine, c'est tout au long de l'année. Euh, voilà, donc je cède la parole aux autres panélistes et remercie. Merci Robin. Donc Hélène Clary, je suis directrice des missions sociales chez France Alzheimer et maladies apparentées. Donc nous sommes ravis de pouvoir participer à ce webinaire aujourd'hui et vous présenter un projet voilà, qui nous tient à cœur et qui espère permettra également donc d'améliorer et d'accompagner les aidants et les personnes malades à conserver le plaisir de manger. Avant de passer la main donc à mes collègues, rapidement, je vais vous présenter un petit peu donc le sommaire et la structuration du webinaire. Hop, je ne sais pas si vous voyez du coup mon PowerPoint. Oui, c'est bon. Voilà, on vous présentera dans un premier temps la genèse du projet, l'importance bien évidemment de la dénutrition au sein de notre association et donc, ses enjeux et l'impact que ça a. Et puis donc un projet collaboratif, voilà, qui à la fois allie expérience et expertise. Et puis on terminera donc par les perspectives. Et puis également donc on répondra à vos questions. Merci. Du coup, je vous passe la main. Euh, Bonjour. Donc, du coup, je me présente, je suis le docteur Nivelle, je suis neurologue sur l'hôpital d'Alès et, euh, et Fanny qui est à mes côtés de loin. Euh, on est toutes les deux un peu à l'origine du projet. En tout cas, c'est nous qui avons eu cette idée initialement. Enfin, c'est plutôt moi même. Euh, Rapidement, pour parler un petit peu du livre, du coup, qui vient tout juste de sortir. Euh, En fait, cette idée de livre, donc, comme vous verrez, le titre, c'est la méthode culinothérapie. On expliquera un petit peu pourquoi on l'a appelé comme ça. En fait, ça vient du fait que
bon, je travaillais au centre mémoire à Montpellier auprès du professeur Gabel et c'est vrai que rapidement, euh, on a parlé alimentation en fait, parce que c'est vrai qu'au niveau traitement dans cette maladie, la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas énormément de choses à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les patients étaient demandeurs de pouvoir faire des choses en fait par eux-mêmes pour essayer d'améliorer la maladie ou en tout cas de la faire évoluer plus positivement. Et donc, c'est vrai qu'il y a les séances d'orthophonie, c'est une chose, mais c'est vrai qu'au niveau alimentation, il y avait déjà beaucoup de choses qu'on pouvait dire, beaucoup d'informations qu'on peut trouver dans les études. Les antioxydants sont beaucoup étudiés depuis longtemps, notamment les oméga 3, la vitamine E. Donc, on sait que ça peut jouer positivement sur l'évolution des pathologies neurocognitives, dont bien sûr la maladie d'Alzheimer. On sait aussi que le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est aussi très important. Manger pas trop salé, pas trop sucré, ok. Donc tout ça, finalement, en fait, c'est regroupé dans le régime méditerranéen, donc qui est très bien étudié. Mais il y a aussi l'importance de lutter contre la dénutrition, et ça, c'est tout aussi important. Et c'est vrai que on voit bien que les patients atteints de maladie d'Alzheimer qui sont dénutris évoluent moins bien au niveau mémoire, au niveau de toutes les fonctions cognitives. Donc, du coup, importance aussi dans l'alimentation d'enrichir en protéines animales ou végétales, parce que c'est vrai que les personnes âgées ont peut-être tendance à moins vouloir prendre de viande rouge, etc. Donc, essayer de trouver d'alternatives pour qu'ils gardent une alimentation quand même suffisamment riche en protéines. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça a déjà beaucoup d'informations sur une consultation en neurologie. Euh, et en plus de ça, c'est vrai que c'était un peu fouillé et puis bon, pas très concret. Euh, Après, il y a aussi le fait que bon, j'aime beaucoup cuisiner et je me suis rendu compte que en fait, cuisiner, c'est intéressant au niveau des fonctions cognitives parce que ça fait travailler les pratiques, les fonctions exécutives, la mémoire, le langage. En fait, ça fait travailler toutes les fonctions cognitives comme si c'était une séance d'orthophonie finalement. Euh, Et puis en plus, le fait de cuisiner soi-même, ça fait qu'on a envie de choisir ses produits, donc bio, de saison ou à nos goûts. Puis on peut s'amuser quand on cuisine, on peut découvrir des nouveaux aliments, utiliser des techniques pour façonner, par exemple, des samoussas, utiliser des poches à douille, des pinceaux alimentaires. Enfin, tout ça, du coup, euh, est aussi intéressant dans la maladie d'Alzheimer. Du coup, pour faire simple pour les patients en consultation, je voulais leur apporter quelque chose qui soit simple, qui leur apporte vraiment quelque chose euh, à tout point de vue, une aide pratico-pratique finalement pour eux et pour leurs aidants, pour leur redonner envie de manger, de s'amuser à cuisiner ensemble, de prendre plaisir à manger des choses qu'ils ont préparées eux-mêmes et qu'ils ont préparées éventuellement avec leurs aidants tout en travaillant donc leur cerveau grâce à la cuisine et au régime méditerranéen. Donc du coup, j'ai voulu créer des recettes simples qui donnent envie, ludiques, associées à des exercices de créativité, des mémoires sensorielles, enfin, plein de choses pour vraiment stimuler le cerveau au moment de la réalisation de ces recettes. Et donc pour cela, vu que je ne suis pas cuisinière, même si je le suis, mais que pour moi, euh, du coup j'ai fait appel à Fanny Doux, qui est donc cuisinière et photographe culinaire, que j'ai rencontrée lors d'un repas, justement. Euh, J'avais vu qu'elle faisait déjà des livres de recettes qui me plaisaient beaucoup. Et donc, du coup, je lui ai proposé de s'associer à moi. J'ai aussi rencontré des diététiciens qui travaillent avec moi sur l'hôpital, des orthophonistes, ergothérapeutes, etc., pour vraiment avoir une expertise pour apporter des recettes qui soient adaptées aux personnes qui feront ces recettes et pour qu'elles soient suffisamment riches en protéines et en bons acides gras, etc. Donc ça n'a pas été simple de tout coordonner. Puis surtout, ce qui a été compliqué, c'est après d'en faire quelque chose. Une fois qu'on avait commencé à faire ces recettes, il fallait un peu l'extrapoler. J'en ai parlé du coup au docteur Strubel de Nice, qui est donc gériatre et qui est aussi vice-présidente de France Alzheimer Regard. Je lui ai parlé du projet. C'est vrai que il y avait beaucoup d'engouement, mais difficile à notre petite échelle de faire aboutir.
Finalement, elle m'a proposé d'en parler à Hélène Clary, donc Alzheimer national, où là, on a pu enfin commencer quelque chose concrètement. Et donc, du coup, on a pu compléter aussi toutes ces recettes avec euh, une FAQ, avec beaucoup d'informations sur le pourquoi du comment de ces recettes. Et puis, en cas de difficulté lors des repas, des aides pour que le repas se passe bien et toujours avec cette notion de plaisir. Donc, avec des associations de patients. Voilà, on a vraiment pu enrichir tout ça. On a même fait des vidéos pour 12 recettes, de manière à rendre aussi les choses visuelles, notamment pour les personnes qui ont peut-être plus de mal pour la lecture, pour qu'elles puissent aussi réaliser les recettes. Donc, on a pu rencontrer l'équipe de tournage produite, où il y a eu vraiment un super contact. On a donc créé des QR codes pour les mettre dans le livre. Et donc, on a fait au final 52 recettes, donc qui ont été toutes illustrées, enfin photographiées par Fanny, pour vraiment donner envie déjà, rien qu'au niveau visuel, qui est vraiment une envie de faire ces recettes, et puis avec des recettes vraiment simples et accessibles pour toute personne ayant des difficultés sur le plan cognitif. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Fanny. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Fanny Dou, je suis cuisinière de formation et également en fait styliste et photographe culinaire. Et pour moi, ce qui était important en fait, c'est quand j'ai rencontré Julia, on a pu discuter donc de ce projet et qui me touchait personnellement parce que j'avais un membre de ma famille qui était touché par la maladie d'Alzheimer. Et du coup, de pouvoir en fait apporter une aide autant aux patients qu'aux aidants était vraiment quelque chose d'important. Et puis avec Julia qui avait ce projet qu'elle menait et qu'elle avait vraiment dans son cœur, voilà, pour pas vous cacher, on a travaillé plus de 2 ans donc en collaboration avec France Alzheimer et je pense que même une année de plus toutes les deux, juste sur la création, voilà. Donc en fait, on a travaillé en binôme sur ces recettes où à peu près la moitié ont été créées par Julia. Et donc grâce donc au régime préconisé et à tous ces conseils, j'ai pu également créer une autre partie des recettes en ayant conscience justement pour faciliter l'alimentation, donc avec certaines recettes avec le manger main. Vous verrez dans le livre, certains petits pictogrammes sont présents pour aider justement à les repérer. Et également des recettes assez faciles, certaines qui peuvent également faire appel un peu à des souvenirs d'enfance, toujours en ayant en tête en fait que bien sûr un régime alimentaire adapté, comme l'a précisé Julia. Et également, en fait, Julia a pu ajouter des exercices ludiques et très intéressants par rapport à des exercices de praxis. Peut-être elle pourra vous en dire un petit mot par la suite, pour faire travailler les fonctions exécutives et également la mémoire sensorielle. Donc en fait, c'est pas un simple livre de recettes pour bien manger et bien s'alimenter, c'est également un livre de recettes qui est global, qui est vraiment complet, plein d'exercices et très ludique. Et ma partie, ce que j'ai essayé en fait d'apporter dans tout ça, c'était de la couleur et avoir des photos qui donnent envie, qui donnent envie d'essayer, de goûter, d'être curieux avec peut-être des produits que les gens ne connaissent pas. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc j'espère que ce livre vous intéressera et vous serez curieux de tester toutes ces recettes. Et je te laisse, Julia, peut-être préciser pour justement les praxis ou autres. Moi, c'était plutôt la partie plaisir de manger et de partager un moment ensemble et sur le côté un peu travail et exercice. Donc, oui, effectivement. euh, donc, on l'a appelé culinothérapie parce que, donc, en plus de jouer sur le caractère qualitatif du produit, c'est vrai que la façon de les préparer est vraiment aussi hyper intéressante pour toutes les fonctions cognitives. Donc, les praxis, par exemple, le fait d'arriver à avec les mains, en fait, on crée comment dire,
une action, le fait de couper, de façonner, comme je le disais, par exemple, une pâte avec les mains. En fait, voilà, c'est tout ce qui est l'utilisation des mains en vue d'une action précise. Euh, donc c'est vrai on a beaucoup de recettes là-dedans, parce que en plus c'est hyper agréable d'utiliser ses mains, de toucher le produit, voilà. Donc, la réalisation de samoussa, donc ça c'était un exemple, c'est vrai que c'est typiquement ça utilise les pratis. Euh, Même utiliser un pinceau pour mettre du chocolat, des choses. Enfin, tout ça, en fait, c'est un peu inconscient, mais c'est vraiment une partie du cerveau qui est utilisée dedans. Euh, Ensuite, il y a les fonctions exécutives. Donc ça, c'est typiquement toutes les recettes, le fait de programmer, anticiper, étape par étape. Donc ça, c'est vraiment les recettes. Elles font tout le travail, les fonctions exécutives. Euh, et la concentration aussi, bien sûr. Et on voit bien quand on est un peu fatigué, tout de suite, une recette peut devenir très compliquée, parce qu'il faut vraiment faire tout dans l'ordre, bien évidemment, suivre le temps de cuisson, etc. Ne pas oublier d'aller chercher tout. Ben, vraiment, euh, voilà, les fonctions exécutives sont hyper sollicitées. La mémoire, et encore plus là, parce qu'on a effectivement, comme tu disais, on a rajouté des exercices de mémoire sensorielle où on essaie de sentir, de goûter les produits bruts, en fait, pour voir ce que ça nous procure comme sensation et les souvenirs que ça apporte. Les épices, enfin, il y a beaucoup de produits finalement qu'on ne prend pas le temps de vraiment analyser. Et voilà. Donc c'est vrai que la mémoire sensorielle est toujours très, très forte et elle perdure d'ailleurs dans les maladies neurocognitives. Donc, on voulait les réactiver aussi en faisant quelques petits exercices ludiques de mémoire sensorielle. Évidemment, le langage aussi, puisqu'il faut lire la recette. On a certaines recettes avec une illustration de certains produits alimentaires, de certaines actions pour quand on a un manque du mot, quand on a des difficultés à associer un mot à sa signification, ce qui peut arriver dans la maladie. Donc voilà, on a essayé de simplifier aussi certaines recettes pour que ce soit compréhensible, même quand on a des troubles du langage écrit, de la compréhension. Et puis, du coup, la mémoire, forcément, travail de la mémoire confondue, puisqu'il faut penser à ce qu'on a fait juste avant, ce qu'il faut ne pas laisser au four trop de. Enfin voilà, de la mémoire, forcément, on l'utilise aussi dans les repas. Donc, euh, donc voilà, donc culinothérapie parce que on fait travailler les fonctions cognitives et et en même temps, on se fait plaisir et on évite donc la dénutrition qui est donc importante. Je pense que je vais prendre le relais, il me semble. Oui. Donc, je suis pour ma part docteur Strubel, anciennement médecin neurogériatre au CHU de Nîmes. Et j'interviens ici dans ce webinaire pour représenter le groupe de bénévoles qui a participé à la réalisation, à l'aboutissement de ce projet. Je crois qu'on n'a pas dit jusque-là que l'ouvrage dont il est question, c'est un numéro hors série de la revue Marmiton qui est depuis, je crois, lundi en vente dans les kiosques, hein, et qu'on vous a visualisé, que je vous remontre à l'écran. Voilà. Alors, un petit point peut-être pour préciser. Oui, je suis moi-même impliquée dans France Alzheimer au niveau du département du Gard et je suis administrateur au niveau de l'Union France Alzheimer et je suis administrateur aussi au niveau du collectif de prévention de la dénutrition. Tout ça pour témoigner que France Alzheimer a bien sûr prend en compte l'importance du problème de l'alimentation pour les personnes qui présentent une maladie neurocognitive. Et
on y associe forcément l'aidant parce que, on ne peut pas cibler que sur la personne malade. Alors, comme il n'y a pas de médicament miracle pour empêcher ou pour guérir la maladie d'Alzheimer, comme il n'y a pas de médicament miracle, tout est une question d'équilibre. Là, en l'occurrence, il s'agit de préserver un bon état nutritionnel chez la personne malade pour préserver un bon état de santé, et notamment sur deux cibles qui sont fondamentales, qui sont l'état des musculaires, pour prévenir notamment les chutes, et les défenses immunitaires pour prévenir les complications infectieuses. Donc, en fait, on s'intègre parfaitement en ciblant des actions pour préserver l'état nutritionnel. On veut prévenir la dénutrition qui, on sait, elle va finir par toucher à peu près une personne sur deux avec une maladie neurocognitive. Plutôt tardivement dans l'évolution, mais il vaut mieux prévenir, pardon, que guérir, et éviter précisément ou retarder au maximum les complications comme le risque infectieux, réduire le risque infectieux et les chutes avec leurs complications. Voilà, alors il faut les bénévoles au niveau de France Alzheimer. Bon, là, on a une action, bien sûr, la raison d'être de l'association, c'est d'abord les aidants qui, dans ce sujet, sont confrontés à des difficultés spécifiques. Et donc, on a souhaité compléter disons, le superbe recueil de recettes que viennent de présenter Julia et Fanny. Ces aidants, ils sont confrontés à pour les personnes malades, à des modifications du goût, des modifications de l'appétit, des difficultés pour les personnes qui sont encore seules à s'organiser pour préparer les repas. Là, on est dans les fonctions exécutives, des difficultés à respecter les rythmes des repas. Il arrive que des personnes sautent des repas. Et puis parfois des comportements un peu spécifiques comme des refus de prise alimentaire. Donc, on a besoin de cibler aussi des conseils par rapport aux aidants, de leur dire par exemple que c'est bon de respecter des rituels autour des repas, de faire très attention à la présentation, parce que la présentation de repas, c'est bien illustré dans les photos superbe photo de Fanny. C'est un mets qui est bien présenté, qui est coloré, ben, ça stimule l'appétit, ça donne envie de manger. Compléter toujours l'alimentation par une activité physique qui va stimuler l'appétit. Alors, dans le groupe de travail, on a aussi dégagé deux idées qui nous paraissent fondamentales et ce qu'on a essayé d'égrener dans cet ouvrage. La première idée, ça a déjà été évoqué, mais je vais insister là-dessus, c'est que la prise des repas doit rester avant tout un moment de plaisir. Parce que on sait très bien que les aidants nous rapportent souvent des difficultés qui font que les repas deviennent des moments un peu de tension. Donc, il y a possibilité de garder avant tout cette notion de plaisir. Donc, ça suppose d'adapter le cadre, par exemple, de ne pas faire les repas dans une ambiance comportant plein de parasites, comme une télévision allumée, etc. Et puis la deuxième idée qui nous paraît fondamentale, c'est de faire participer la personne malade à toutes les séquences, de la faire travailler, participer pour le choix du menu, peut-être même les achats, et puis la préparation, parce que, comme l'a bien dit euh, Julia, c'est une façon de faire travailler tout l'ensemble des fonctions cognitives et tout ça dans un climat détendu si possible. Donc, la participation à la préparation des repas est bien mise en valeur dans cet ouvrage et ça ne peut être que bénéfique pour la personne. Euh,
Voilà, et puis peut-être la dernière notion aussi autour de faire participer la personne et la notion de plaisir, c'est d'ajouter une composante, prendre des repas, autant que possible, c'est une activité sociale. Hein, bon, il arrive que des personnes malades vivent seules, mais il arrive qu'elles ont un aidant qui cohabite. Et bon, à cette occasion, on peut élargir le cercle, faire partager des repas avec des amis, des voisins, la famille, etc. Le repas pris dans une ambiance sociale détendue, c'est une composante supplémentaire pour assurer un bon état nutritionnel et prévenir la dénutrition. Voilà ce que j'avais à dire bon, de l'importance de créer le contexte qui va être favorable à la fois pour l'aidant et pour la personne malade. Je vous laisse la parole, Hélène. Je crois que c'est à vous. Oui, merci Madame Strubel. Donc voilà, simplement pour vous partager un petit peu effectivement donc le fruit de cette collaboration qui a été très enrichissant, c'est qu'à la fois c'est un projet qui a tenu compte, je vais paraphraser notre président, mais de l'expérience de bénévoles qui accompagnent au quotidien donc les aidants, les personnes malades. Donc il y a cette connaissance fine des besoins et puis également des difficultés que peuvent rencontrer les aidants au quotidien. Et puis également, l'expertise aussi de professionnels, hein. Et là, également, grand merci à Julia et à Fanny pour plus que leur collaboration par ailleurs, pour être à la genèse de ce projet. Et puis tous les autres professionnels donc, qui se sont associés à elle afin de permettre de construire des recettes qui à la fois sont savoureuses, donc bonnes, qui font travailler la mémoire, les praxis, les sens, et puis en même temps donc participent au plaisir de manger. Voilà, et donc c'est un très beau travail, hein, vraiment partagé. Et puis, je vais profiter de vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc, je vais vous repartager mon écran. Euh, voilà. Donc, en fait, euh, effectivement, donc c'est euh, ce livre. Donc, à la fois comprend donc des pictogrammes qui vont renvoyer sur des recettes qui ont été filmées dans un premier temps. Et puis, en fonction des recettes, vous voyez que certaines vont faire travailler plus particulièrement les praxis, les fonctions exécutives, mais également permettent de faire travailler donc la mémoire sensorielle. On a également insisté aussi sur le manger main, puisque arrive un moment où l'utilisation des couverts peut être difficile. Il peut être encore compliqué d'accepter que notre proche mange avec les mains. Et donc, c'est une façon aussi d'expliquer que suite à l'évolution de la maladie, c'est aussi accepté que son proche n'utilise plus ses couverts, mais continue à s'alimenter d'une autre manière. Et donc, il y a des recettes de cuisine qui renvoient à des types de recettes qui à la fois donc sont gourmandes, sont riches et permettent donc ce type d'alimentation. Voilà, alors tout simplement, voici un petit peu comment c'est structuré. Par exemple, là, vous avez les samosas à la mexicaine. Fanny en parlait au début. Avec, vous avez par exemple l'avis du neurologue, l'avis du diététicien. Euh, voilà, donc vous avez ainsi beaucoup de recettes. Et puis, à la fin, donc vous avez également plusieurs conseils. Des conseils sur, du coup, les maladies neurocognitives et l'alimentation. Donc, comment enrichir l'alimentation, quel, quel produit choisir, privilégier, et puis donc des conseils et astuces, comme le disait Madame Strubel, au quotidien. Donc, comment fait-on pour répondre aux interrogations des proches aidants lorsqu'il y a certaines problématiques qui sont rencontrées, sachant que voilà, vraiment le moteur, hein, ça a été
continuer à garder ce plaisir de manger. Et c'est vraiment ce qui a été, je crois, le lien qui a motivé tout le projet. Voilà. Je te passe la main maintenant à Gabriel hein, pour voir un petit peu sur le terrain comment les associations donc s'approprient la semaine de la dénutrition et ce qui est organisé au sein des territoires. Merci beaucoup, Hélène. Donc, moi, je suis Gabrielle. Je suis coordinatrice réseau et vie associative au sein de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Donc, voilà, on souhaitait faire un point, en fait, puisque France Alzheimer, c'est un réseau de 101 associations départementales, donc réparties sur tout le territoire et aussi les Outre-mer. Donc, c'est important de le dire. Et donc, toutes nos associations, enfin, la plupart en tout cas, sont vraiment engagées et impliquées dans la lutte contre la dénutrition et proposent effectivement des initiatives locales durant la semaine de la dénutrition. Et je rejoins Robin aussi également, aussi tout au long de l'année. Il y a certaines associations qui proposent des ateliers de cuisine, en fait, et qui reçoivent des personnes malades au sein de leur association et qui proposent l'élaboration d'un menu donc entrée, plat, dessert, et qui mettent en avant effectivement tout ce que disait docteur Juliane Nivelle, les fonctions cognitives, les ateliers autour de la praxis, donc éplucher, couper et autres activités. Et donc ils élaborent tout le menu, ils font tout le repas, et puis ensuite ils ont un moment euh, agréable, c'est-à-dire qu'ils dégustent le repas avec leurs proches aidants qui viennent les accompagner. Et donc c'est un repas tous ensemble. C'est vraiment un moment de plaisir et ils partagent ce moment. Donc, il y a ce type d'ateliers qui y sont faits. Il y a beaucoup aussi de conférences, de colloques autour de la dénutrition avec l'intervention de professionnels comme ergothérapeutes, diététiciens, nutritionnistes, orthophonistes. Voilà, c'est vraiment l'idée de sensibiliser, de prévenir, avec aussi des partenariats au niveau local. Donc, sincèrement, on vous invite à prendre contact avec les associations, à voir ce qui est fait au niveau local et pourquoi pas faire des choses ensemble. Donc, voilà, il y avait d'autres exemples que j'ai notés. Il y a aussi des lotos, pardon, gourmands. Il y a aussi une mise en avant de tout ce qui est autour du manger main. Donc, voilà, on met en avant l'idée de manger différemment et d'être créatif, de ne pas être buté sur une façon de faire et de proposer des alternatives, pardon. Il y a aussi des ateliers de sensibilisation autour de l'hygiène bucco-dentaire qui rejoint aussi la problématique de la lutte contre la dénutrition. Donc voilà, il y a vraiment foison d'initiatives locales. Donc je ne veux pas toutes les détailler parce qu'elles sont nombreuses. Ça va de la Réunion à la Picardie. Enfin voilà, c'est vraiment sur tout le territoire français. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nos associations pour voir ce qu'elles font et peut-être effectivement partager des expériences ou peut-être construire des partenariats au niveau local. Donc je mettrai dans le chat les coordonnées des associations. On a aussi mis effectivement le lien pour pouvoir accéder au magazine et pouvoir le commander. Il est aussi disponible en kiosque. Il est sorti vendredi dernier. Il est disponible, c'est un hors-série collector, donc c'est un objet rare. Donc ruez-vous en kiosque. En plus, on vous a vraiment vendu les trois parties qui sont extrêmement intéressantes. Donc n'hésitez pas, voilà, à relayer aussi auprès de vos propres réseaux ce livre et vraiment l'objectif de ce livre et l'importance de ce livre. Merci beaucoup et je laisse la main à Hélène. Merci Gabriel. Merci. Alors, au-delà de la semaine de la dénutrition, c'est vrai que n'hésitez pas à vous rapprocher aussi des associations. Donc, il y en a dans tous les territoires, comme l'a dit Gabriel, puisque lorsque vous êtes soit concerné, soit que vous accompagnez parce que vous êtes professionnel, des aidants ou des personnes qui ont une maladie neurocognitive, nos associations sont là aussi, peuvent prendre le relais, peuvent accompagner, peuvent proposer des actions adaptées. Et notamment, il y a la formation des aidants, mais pas que. Il y a des ateliers de prévention de l'épuisement, des ateliers de relaxation pour les aidants, des ateliers de mobilisation cognitive, par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas, soit ne restez pas seul, soit n'hésitez pas non plus à proposer ce que nous pouvons présenter afin voilà, de soutenir au mieux les aidants et les proches qui les accompagnent.
Donc la suite maintenant, eh ben, on espère beaucoup que les recettes vont pouvoir être mises en œuvre. On aimerait beaucoup que vous puissiez nous faire vos retours, que vous les testiez, que vous nous disiez si elles sont bonnes, ce qu'elles ont fait travailler auprès des personnes que vous avez accompagnées, que vous nous envoyiez aussi vos réalisations. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, d'avoir bien sûr le retour des aidants sur ce qu'a pu leur apporter ces recettes. Et bah, écoutez, je propose qu'on réponde à vos questions, puisque je pense que nous avons fait le tour du sujet, sauf si mes collègues veulent rajouter un mot. Bien, pour rappel, deux solutions hein, pour poser votre question. Le chat ou le vecteur dédié questions-réponses qui se trouve au milieu en bas de votre écran de l'application Zoom. Je sais que certaines personnes se sont connectées un peu tardivement. On enverra effectivement le replay à l'ensemble des inscrits. Donc, on a déjà une commande, donc c'est super. Il y Vous a avez Cécile qui demande si euh, il y a une partie liée au trouble de la déglutition. euh, je réponds ou Julia, je sais pas. Vas-y si tu veux, oui. Oui, effectivement, c'est bien d'évoquer. C'est une des difficultés, je ne l'ai pas cité, mais c'est une des difficultés auxquelles les aidants vont être confrontés dans la maladie. Bon, ça concerne plutôt un stade assez évolué. Et bon, il en est question, on en parle un petit peu dans l'ouvrage. Il y a des adaptations à faire dans ce cas-là. Bon, c'est vrai que c'est peut-être aussi le maître mot de cette problématique de l'alimentation, de la nutrition chez les malades, les personnes qui ont une maladie neurocognitive, c'est s'adapter. S'adapter au cas par cas. Et lorsqu'effectivement des problèmes de déglutition apparaissent, il faudra adapter la consistance des aliments, essentiellement des aliments liquides, parce que c'est ceux-là qui sont les plus inducteurs de ce qu'on appelle les fausses routes. Et donc, il faudra épaissir, bon, mais enfin, épaissir, plutôt homogénéiser les aliments, éviter les grumeaux, les, les choses, les produits, les aliments un peu secs, hein, plutôt mettre faire des repas avec de la sauce, parce que ça lisse, ça facilite la déglutition. Bon, il y a quelques autres petites astuces comme de boire des boissons gazeuses, ça facilite là, également la déglutition. Mais là, il faut de toute façon se faire aider en complément de ce qui est dit dans l'ouvrage par les professionnels qui s'occupent de la personne malade, le médecin traitant, l'orthophoniste, qui est parfaitement qualifié pour donner des conseils lorsqu'il y a apparition de problèmes de déglutition. Mais vous avez également sûrement conscience de la gravité possible de ces troubles parce qu'ils vont faciliter des infections bronchopulmonaires. Donc, c'est très bien de l'évoquer. Si Question je- connexe. Pardon, est-ce que j'ai coupé la parole à quelqu'un? Non. Question connexe. Est-ce qu'il y a un lien entre troubles de la mastication et troubles cognitifs? Julia. Un lien entre trouble de la mastication. Bah, ça dépend parce que le trouble de la mastication, ça dépend si c'est lié à un problème dentaire ou pas. C'est pas forcé. Du coup, Euh,
j'aurais tendance à dire mastication, peut-être pas, déglutition plus, mais mastication, je vois pas trop. Alors après, effectivement, il y a des patients qui gardent en bouche, enfin des personnes malades qui gardent en bouche et qui n'avalent pas, mais c'est qu'il y a un problème d'initiation dans le fait de mastiquer, mais c'est pas tant qu'ils n'arrivent pas à mâcher, c'est qu'il n'y a plus le réflexe de mastication, mais euh, sinon, je ne vois pas trop. Je sais pas, Denise, toi, si tu as des... Bah, peut-être, enfin moi je vois peut-être plutôt en arrière-plan l'interrogation, est-ce qu'il y a un lien entre la nutrition et la maladie d'Alzheimer? Ça, c'est une question Oui. qui est à l'état encore de beaucoup de recherches, mais on a quand même des éléments de réponse. On sait que certains types d'alimentation réduisent le risque de faire une maladie d'Alzheimer ou retardent son apparition. Le fait d'avoir une alimentation plutôt de type crétoise, méditerranéenne, réduit le risque de faire une maladie d'Alzheimer. Dans ce sens, il y a un lien très intéressant entre la nutrition et ce type de maladie. Bon, c'est vrai pour la maladie d'Alzheimer, c'est moins vrai pour les autres, les maladies apparentées. Et c'est un des axes de prévention. C'est intéressant de parler aussi de prévention de maladie d'Alzheimer. L'alimentation avec l'activité physique sont les deux piliers majeurs pour retarder l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. Voilà, mais pour la mastication elle-même, je dirais comme toi, Julia, qu'il n'y a pas de lien avec la maladie d'Alzheimer. Une autre question, quel conseil pourriez-vous donner aux personnes atteintes de la maladie qui sont en EHPAD? Alors, deux conseils dans le domaine évidemment de la nutrition. Alors, ce que je peux dire, parce que je fréquente beaucoup les EHPAD, euh, il y a eu des efforts extrêmement importants faits depuis, je dirais, une dizaine d'années pour améliorer l'alimentation dans les EHPAD. Alors, on a entendu aussi toutes sortes de choses, mais il y a à prendre et à laisser. Mais globalement, les soignants en EHPAD ont parfaitement intégré le souci de la nutrition et ils sont formés pour suivre les paramètres essentiels de l'état nutritionnel, qui est par exemple le premier, le paramètre, c'est la pesée. Le poids, hein. Il est obligatoire en EHPAD de peser les personnes au moins une fois par mois. C'est un des signes d'alerte lorsqu'il y a des nutritions, c'est qu'il y a un infléchissement de la courbe de poids. Mais au-delà de ça, ils sont également entraînés à faire attention, prévenir et réagir en cas de dysphagie, de problèmes de déglutition, mais aussi avoir le souci de l'équilibre nutritionnel. Et il y a, bon, on associe aussi dans ces réflexions les cuisiniers des EHPAD, hein, qui sont maintenant associés à tout ce travail de prévention de la dénutrition. Donc je crois qu'on est dans une phase de progrès, mais j'invite quand même les familles à être vigilantes. Et puis je donnerai un autre conseil aux familles, c'est l'alimentation collective ne permet pas de certains petits plaisirs que les aidants peuvent d'abord, ils connaissent les goûts de la personne dont ils s'occupent et ils savent comment lui faire plaisir. Il y a des choses qu'on mange peu en EHPAD. Je dis par exemple le saumon fumé, il n'y en a pas toutes les semaines, hein. Et on peut très bien aimer ça, puis c'est un aliment qui est intéressant. Donc je crois que c'est quand on est aidant d'une personne en EHPAD, on peut, avec l'équipe soignante, éventuellement, compléter un petit peu, apporter des petits suppléments là aussi avec la notion de plaisir en premier lieu. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, je vois dans le chat un lien qui vient d'être mis pour la prévention de la maladie d'Alzheimer grâce à l'alimentation. Une
un lien d'une table ronde des rencontres de l'Institut Nutrition. Donc voilà, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans ce domaine-là et internationales et qui sont plutôt positives dans les résultats. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure ce webinaire. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, du côté de France Alzheimer, souhaitait dire un petit mot de fin. Sinon, je conclurai. Je crois Ben, qu'effectivement, il faut se précipiter pour acheter le numéro Marmiton parce qu'il n'est tiré qu'une seule fois, donc dépêchez-vous. c'est un collector, c'est pour ça. En tout cas, merci beaucoup, Robin, pour l'organisation du webinaire. Et puis, voilà, j'espère que pour ceux qui nous ont suivis, on aura pu vous apporter des éléments de réponse, en tout cas des ébauches d'éléments de réponse sur certains sujets, sur la dénutrition, maladie d'Alzheimer, sur l'intérêt aussi de travailler sur des recettes qui font plaisir. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver prochainement à l'occasion d'un événement. Et puis Gabriel vous a mis donc son adresse mail dans le chat pour celles et ceux donc qui voudraient partager leur retour d'expérience suite à l'élaboration de recettes. Et nous espérons bien sûr que le livre permettra voilà, de maintenir des qualités nutritionnelles et d'éviter la dénutrition aussi pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, parce que c'est vraiment tout l'objectif de ce livre, en donnant des conseils aux aidants. Merci. Bien, ben, merci beaucoup. On va clôturer ce webinaire. Vous retrouverez l'ensemble des webinaires de la Semaine nationale de la dénutrition 2024 sur le site sur la plateforme de ressources du collectif Académie de la lutte contre la dénutrition, qui est disponible sur le site luttecontredénutrition.fr. Très bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. À bientôt.